Anne Roussel de la ferme Cadet-Roussel à Mont-Saint-Grégoire en Montérégie. Souvent, on est cité notre ferme comme étant les premiers à avoir fait de l'ASC. Mais chaque fois, je dis aux gens, non, il y avait déjà des fermiers qui pratiquaient l'ASC avant que le collectif démarre là, avec Seed, puis après Équiterre. Il y avait Robert Rivard de la Rosée, Robert Saint-Arnaud de Campagne-Paul, Francine Lemay de la Généreuse. Eux avaient déjà ce concept-là de faire payer les gens à l'avance, puis que les gens viennent chercher leurs légumes à chaque semaine à un point de livraison. C'était déjà développé au Québec. Elisabeth Hunter, directrice générale et coordonnatrice du programme agricole à Équiterre de 1995 à 2001. On pensait que c'était nous qui l'amenaient au Québec pour cette idée. Il y avait beaucoup qui se faisait aux États-Unis. Et donc, il y avait ça ailleurs. Et nous, on pensait, waouh, on est les premiers à l'amener au Québec. En fait, on n'était pas tout à fait les premiers. Il y avait déjà, je crois, au moins 3 fermes qui le faisaient déjà. La Terre Bleue en était un, La Généreuse, non, et Campagne-Paul. Waouh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges et vertes. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutras et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Des betteraves puis des poireaux, ah oh, des légumes. Je suis stupéfait. Avant de retracer l'histoire du RFF, je pensais que l'agriculture soutenue par la communauté est arrivée au Québec en 1995 avec Seed. Eh bien non, à ma grande surprise, je suis assez vite tombé sur des témoignages de fermes qui pratiquaient l'ASC avant même de faire partie du RFF. En fait, ces fermes-là ont même participé à la formation du réseau dans ces premières années. Vous comprendrez que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Il fallait bien que j'aille fouiller dans le terreau du RFF pour voir tout ce qu'il avait fait germer. Je vous invite donc à me suivre pour rencontrer les 4 fermes mentionnées en début d'épisode. Chacune va nous livrer quelles étaient leurs sources d'inspiration et leur motivation à faire de l'ASC avant même que la formule soit popularisée par Équiterre. À noter que ces 4 fermes n'étaient d'aucune façon reliées entre elles au moment d'adopter l'ASC. Chacune à sa région, chacune à son histoire. Allez, c'est parti pour une expédition de 800 km à travers le territoire. Premier arrêt, Sainte-Geneviève de Batiscan en Mauricie. On est au jardin Bio-Campagne-Paul à 30 km à l'est de Trois-Rivières. La terre a été achetée en 1984 par Robert Saint-Arnaud et Daniel Lefebvre. Puis c'est en 1992 qu'ils commencent à livrer une dizaine de paniers de légumes bio à Montréal. Fait notable, une trentaine d'années plus tard, la relève est assurée par leurs 3 enfants et Campagne-Paul est toujours membre du réseau des fermiers et fermières de famille. Dans l'extrait qui suit, Robert nous parle d'abord de ses influences et intérêts de départ pour faire des paniers en ASC. Puis il enchaîne avec l'impact de l'arrivée du RFF pour leur ferme. Bon, qu'est-ce qui m'a attiré? Dans une formation, justement, à un moment donné, il y a eu un petit vidéo, je sais plus, un petit reportage, on nous a passé, là. Il n'y avait pas d'ordi dans ce temps-là. En tout cas, où il parlait de cette forme de mise en marché-là, qui a quelque part en Europe. Bon, il y avait eu aussi quelques livres d'écrits aux États-Unis là-dessus, là. Entre autres, celui de Trigger Grow. Lui, ça m'a inspiré aussi, là, pour aller là-dedans. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. C'est à partir de là que je me suis dit, on va développer la ferme en faisant des paniers là-dessus. C'est je voyais ça comme une façon de partir et de pas être obligé d'investir trop au départ. Nous, on a commencé nos premiers paniers en 92, puis c'est 95, je pense, que Équiterre s'est impliqué. Il y avait quelques fermes qui faisaient des paniers aussi à ce moment-là. Ils étaient très peu nombreuses, là. Mais je veux dire, t'allais dire aux gens, bon, ben faites-moi confiance, payez-moi d'avance de légumes que je vais vous livrer en pleine durant tout l'été. Je veux dire, à part être un martien vert, tu pouvais pas plus être à côté de la traque que ça. D'accord?
Parce que c'était très difficile de... Tu sais, il y a eu des gens qui se sont engagés les premières années. Là. On est parti avec 10-12 paniers. Là, tu sais, c'est sûr, on n'avait pas une capacité de production très développée non plus, mais l'idée était difficile à vendre parce que on était des gens qui allaient en bénéficier et qui le vendaient. C'était vraiment tellement en dehors de la conception habituelle de s'alimenter que c'était difficile de faire comprendre. Puis nous, on est des producteurs, on n'est pas des gens de communication. Tu sais, on est capable de communiquer, mais je veux dire, on n'est pas à 100% à faire de la communication. Sinon, on n'a pas le temps de produire. Là. Où on a eu un bon coup de pouce dans le développement de la clientèle, c'est quand Équiterre, qui s'appelait autrement dans le temps, et ici, là, a adhéré à ça, et a fait de la publicité. Là, il y a eu de l'information du public en général, etc. Et là, il y avait des gens qui ne faisaient que ça là-bas. Les autres produisaient pas, mais ils faisaient ça. Parce que ça a fait connaître le concept quand même. Puis là, on s'est mis à voir. Là, on arrivait à voir plus facilement plus de monde qui était intéressé au panier que qu'est-ce qu'on arrivait avant à voir. Ça nous a permis de doubler, tripler notre clientèle. Là. Ce qui a fait que rapidement, on a atteint une centaine de paniers. Là. Puis ensuite, on est allé assez rapidement à 200, puis on est monté à 300. Là. Merci, Robert, pour ces précieuses informations et longue vie à Campagny-Paul. Maintenant, on met le cap vers l'extrême ouest du Québec, à Elgin, en Montérégie. Ça, c'est dans une petite pointe de pays qui se trouve à 80 km au sud-ouest de Montréal, aux frontières de l'État de New York et puis de l'Ontario. La ferme qu'on visite, c'est la Terre Bleue de Nora Johnston et Jamie Quinn, un couple anglophone qui a quitté le centre-ville de Toronto dans la vingtaine pour faire un retour à la terre au Québec au milieu des années 80. Aujourd'hui, à la retraite, ils ont fait du maraîchage bio avec succès en sol argileux presque toute leur carrière. Il faut le faire. Et puis les paniers, ça date de 1994. Laissons Jamie nous expliquer à son tour qu'est-ce qui les a menés sur le chemin de la SC. We were the only organic farm at Water Market at the time, and I like people, and our prices were not very high, and so we were very slowly swamped by Montreal, like mostly it's that community around that Water Market and NDG. So we did that for 10 years, and I'd read about CSAs, and it's a well-known book, the early book on CSAs. I forget his name now. Petite pause pour vous dire que ce fameux livre dans lequel Jamie a découvert l'ASC, eh bien, c'est le même que Robert Saint-Arnaud, c'est-à-dire Farms of Tomorrow, les fermes de demain, avec pour sous-titre Community Supported Farms, Farm Supported Communities, qu'on pourrait traduire par des fermes soutenues par la communauté, des communautés soutenues par les fermes. La première édition a été écrite en 1990 par deux auteurs, le journaliste Stephen McFadden et l'agriculteur Trigger Grow. On y reviendra plus tard. Fin de la parenthèse. On poursuit avec Jamie. And I was just kind of bitten by the idea. So I asked some of our regulars, I said, "No, this is getting crazy." We would have people would take a number and wait to get served at our stall. We were the only one at that time where you had to wait to be served. It was too busy for our little farm. So we said, let's try a CSA. And many of our regulars were very enthusiastic because they were not happy either with how competitive it was to watch the last case of cauliflower come out at 10 in the morning and it was gone by 10:15 and they were like at 10:30 was when their number got to the table. It was frustrating for people because we were too busy. And we didn't know how to grow to meet that demand in our little farm. We have a small acreage with a small garden. Somebody else might have figured out a way to expand, and we were already working. We had 3 or 4 people at that Water Market working and 3 or 4 people on the farm, and we were in deeper than we even meant to be at that time. So then we launched into this CSA project. That was in, I guess, 1994 about. And we took a hit in income. It was a smaller, but it was also so much more efficient. Our costs were way down. We had so many fewer people on the payroll, and it was just very satisfying. We've always loved, and then for them, we've been a specialist CSA farm ever since. We've never sold wholesale or no, nothing, maybe a case here or there to a friend or something, but nothing. It's just 100% CSA, and that it's been very easy that way. No compromises as to where the crop goes, and and in Montreal we it was in NDG, so we ran that CSA for 25 years, and always at the same location. It was just luck, and again, we were overrun, and we've had a waiting list our entire
all the time we were running a CSA, we've had a waiting list, a small waiting list. And the maximum was around 180, 165, 170. And it kind of bumped as the season went on. And then we would try to keep it around 150, 160. But then by the end of the season, it had bumped up again because people pushed their way in. And then next year we tried to... But then as we got to retirement, we brought it down. 35 ans de maraîchage bio, dont 25 en ASC. Wow! Vous avez tout mon respect, Jamie et Nora. Même chose pour Robert et Daniel de Campanipol, vous qui avez passé le cap des 30 ans. Ça peut pas rester sous silence. Allez, tout le monde debout pour une ovation à tous nos pionnières et pionniers de l'ASC. Faut leur délire! Que diriez-vous qu'on se déménage maintenant en Estrie pour partager cet éloge avec une autre précurseur? Et j'ai nommé Francine Lemay de la ferme La Généreuse. Francine et son conjoint, feu Gaétan Choquette, ont démarré leur entreprise maraîchère et fruitière tout près de Sherbrooke, à Cookshire, à 50 km des lignes américaines. Ça, c'est en 1980. 8 ans plus tard, ils se mettaient à faire des paniers bio sous l'influence d'un certain Trigger Grow. Encore lui! Mais dans ce cas-ci, c'était pas à travers la lecture, mais bel et bien par une rencontre en personne. En fait, plusieurs rencontres. Ce qu'il faut dire, c'est que Trigger Grow, c'est un agriculteur allemand qui a immigré aux États-Unis au début des années 80 pour épouser Alice Bennett, une Américaine du New Hampshire, qui, elle, était la conseillère en pomiculture bio de la ferme La Généreuse. Bref, de fil en aiguille, de grandes amitiés se sont tissées entre tout ce beau monde-là. Ça fait que grâce à Francine et son témoignage, on peut se connecter à l'une des principales sources qui a inspiré les pionniers de l'ASC au Québec. Avant d'aller plus loin, écoutons-la nous expliquer comment tout a commencé de son côté pour les paniers. Sur la ferme, il y avait 7 petits chalets qui étaient là à l'achat. Et ces chalets-là, l'été, on les louait à des familles qui voulaient bien venir en vacances à la ferme. Donc, la formule a connu un bon succès. Et les 7 chalets se remplissaient chaque été d'une façon récurrente, là, avec des familles qui revenaient. Les enfants connaissaient toute la place. Et ces familles-là, forcément, ont devenu très, très liées à la ferme, enfants comme adultes. Et lorsqu'ils partaient en fin août, ils s'ennuyaient de la ferme. Et la demande qu'ils m'ont faite, c'était, est-ce qu'on pourrait pas avoir des légumes qui nous soient livrés à Montréal pour qu'on continue à manger vos bons légumes? Et ça a ouvert la porte à préparer des commandes de légumes pour eux. À ce moment-là, j'avais déjà visité la ferme de Trigger Grow avec l'idée que les gens deviennent partenaires de la récolte. Mais la formule ici, elle a commencé plus doucement. On a commencé par y aller à la pièce. Dans le sens que les gens me disaient, moi, je voudrais que tu m'envoies chaque semaine là, tant de livres de pommes de terre, tant de livres de carottes, tant de livres de ça. Ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, ça, j'en veux pas. Fait que finalement, on faisait quelque chose de très personnalisé. Et puis, quand on mettait tout ça dans la boîte, avant de la faire livrer sur Montréal, au marché central, les boîtes étaient bien identifiées. Et il y avait avec ça un montant. C'était quoi la facture? Fait que, ceci étant dit, les gens m'envoyaient des chèques. Ils me payaient leur dû 3-4 fois là, dans l'automne puis l'hiver parce que ça s'échelonnait jusqu'au printemps. On avait des chambres froides, fait qu'on avait ce qu'il fallait pour faire des paniers d'hiver qu'on appelle aujourd'hui. Mais c'était les premiers paniers bio, je pense, à Montréal, au marché central. Puis c'était quoi? Peut-être 25 boîtes, là. Tu sais, là, c'était pas énorme, là. Mais c'était le début. Alors, ça s'est passé comme ça. Puis après ça, on a commencé à plutôt leur proposer une formule parce que ça devenait fastidieux, toutes les commandes individuelles avec les besoins de chacun. Puis ça, je veux pas de persil, mais je veux ci, mais je veux ça. Fait que là, on leur a proposé tel volume ou tel autre. Alors, pour un couple ou pour une famille, voilà. Puis il y avait 2 prix. Et puis, ils nous payaient 2 versements. Un versement quand ils réservaient en été, puis un autre en automne. Ce que nous dit ici Francine, c'est que le paiement des légumes à l'avance, c'est une forme de partenariat entre les consommateurs et les producteurs. Mais quand on dit ASC, agriculture soutenue par la communauté, ça évoque bien plus qu'un abonnement à des paniers bio. Alors pourquoi ça s'appelait comme ça au début? Pour en avoir une meilleure idée,
j'ai demandé à Francine qu'elle nous présente Trogger Grow et sa philosophie. Parce qu'en fait, lui, il a mis sur pied l'une des 2 premières fermes à pratiquer et promouvoir l'ASC aux États-Unis. L'autre étant celle de Robin Vannen au Massachusetts, dont il a été question dans l'épisode numéro 2. Trogger Grow venait d'une ferme qui faisait des paniers en Allemagne. Et lui, sur le petit coin de terre là, au New Hampshire, avait déjà regroupé d'autres agriculteurs et il faisait de la mise en marché directe aux consommateurs. Et notre 2e voyage à Boston, c'était quand Trogger est arrivé. Puis c'était pour voir comment il travaillait pour faire ses paniers, parce que nous autres, on commençait à en faire. Et là, on a vu comment ça se passait, tu sais. Nous autres, on était sophistiqués ici. On avait une chambre froide, on avait un magasin, on avait ta. On arrive là. Lui, là, puis tout le monde, là, les 4-5 agriculteurs, ils récoltaient le matin, mettaient ça dans des boîtes de carton qu'ils retrouvaient, là. Puis là, ils invitaient leurs membres. Et là, ils mettaient ça dans son Fanny Lagrange ou proche du hangar à machinerie. Ils mettaient toutes ces boîtes. Puis là, ils disaient aux gens, servez-vous. Puis des gens arrivaient avec le sac, puis ils prenaient leurs affaires. Puis ils avaient tout payé d'avance. Ils avaient payé pour toute la saison. Puis quand il en restait, là, ils disaient, bien, il reste des brocolis, là. Prenez-les, faites quelque chose, là. Puis s'il en restait trop, bien, ils les donnaient aux gens qui en voulaient pour faire de la transformation, n'importe quoi. Mais lui, ses frais étaient assumés. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il réunissait tous les gens qui voulaient avoir des produits de ces fermes-là, puis il faisait comme un encan. Il disait, là, telle ferme, elle a besoin d'un nouveau tracteur, elle a besoin... le gars, ça y prend temps pour vivre. Il dressait les coûts d'opération, puis il les affichait. Pour couvrir nos coûts, on a besoin de ça. Êtes-vous capable de les couvrir? Fait que là, ben moi, je pourrais vous donner tant. 2000 $. OK, 2000 $. Puis, il ramassait comme ça toutes les contributions. Peu importe que la famille avait 5 bouches à nourrir, pas elle, peut-être qu'elle a juste donné 200 $. Mais l'autre en a donné 2000. Et puis, ils couvraient leurs coûts d'opération. C'est comme ça. Le vrai ASC, là, c'était ça. Soutenir les agriculteurs. Premier objectif. Pas se nourrir de bons bio, puis vous ferez bien ce que vous voudrez. C'est nous vous supportons. Tu sais, cette semaine, il n'y a pas telle affaire. Ben non, le champ a été dévasté par trop de sécheresse ou n'importe quoi. Pas grave. On prend qu'est-ce qu'il y a là, puis on les supporte. Ça, c'est la vraie base, tu sais, des paniers, là. Tu sais, la formule « adopter un fermier », là, ben ça va jusque-là, là. Puis tu vas-tu le laisser tomber parce que l'année passée, il a été malade? Ah! Ça peut arriver qu'il soit malade. Ça peut arriver qu'il y ait une séparation dans le couple. Tout ça, là, ça, c'est la réalité humaine de la personne qui te produit le légume que tu manges, là. Est-ce que tu supportes l'agriculture avec tout ça? Il faut que le lien entre le fermier et ses partenaires soit très fort et que les partenaires considèrent la personne qui fait le travail et non pas juste le produit qu'ils consomment. Parce que si ça ne devient pas personnel, c'est très facile de magasiner où est-ce que c'est moins cher et retomber dans le même cycle de notre consommation qui fait qu'on magasine des carottes comme on magasine une paire de souliers. Et là, on parle de nourriture, puis on parle de gens qui affrontent les difficultés climatiques, les rigueurs de la température, toutes les infestations de plus en plus nombreuses de toutes sortes de maladies sur nos plantes. Puis l'agriculteur, lui, là, il vit un stress épouvantable, là. Puis son revenu en dépend. Ça fait qu'il y a un mouvement qui doit se passer au niveau du consommateur. Je l'appelle consommateur tant qu'il n'a pas allumé qu'il est en train de supporter réellement. C'est un acte de collaboration au lieu d'être juste je le fais pour ma santé. Tu le fais pour faire vivre quelqu'un, puis tu le fais aussi pour faire vivre un sol, puis pour faire vivre une initiative qui vaut la peine de vivre. Voilà. Fait que, en tout cas, moi, toute la contribution de Trogger,
a été aussi un élément très important au niveau du lien avec notre milieu de vie, avec les gens autour de nous, qui n'ont pas nécessairement le chapeau de consommateur, mais qui sont autour de nous, puis qui peuvent nous aider. Pour moi, ça, c'est vraiment la communauté. Parce que si on va jusqu'au bout du terme, c'est ça. Ça veut dire faire vivre quelqu'un de son travail d'agriculteur et d'avoir des produits sains. C'est ça que tu encourages. Puis accessible accessible à tous. Puis aussi accepter que j'aurai peut-être pas tout ce que j'aurais au supermarché. Peut-être que j'aurai pas de laitue telle semaine. Peut-être que je n'aurai pas du tout d'haricots parce qu'il a manqué son coup. Et je vais faire avec. Partage des risques. Partage des risques, mais on supporte, par exemple, les coûts de base pour la survie de la ferme. Et ça pourrait être tout listé. Tröger faisait ça. Tel montant pour les semences, tel montant pour l'entretien de la machinerie, tel montant pour la dépréciation de tel équipement que je viens d'acheter. Tout est listé. Moi, j'ai besoin de tant d'argent pour vivre. Et voilà, j'ai besoin de 75 000 $. Vous voulez avoir mes produits, je veux vous les offrir. Comment on se rejoint? Puis chacun donne ce qu'il peut. Et ça fait une communauté vivante. Supported agriculture. Une communauté qui supporte l'agriculture, qui supporte un fermier. L'exemple de la ferme communautaire Temple Wilton, où Tröger Grow travaillait avec ses associés, ça montre une forme de solidarité quand même assez poussée entre ceux et celles qui mangent et qui produisent. Ça peut même sembler idéaliste. Mais dans les faits, cette ferme-là existe toujours avec le même mode de fonctionnement. Les partenaires sont libres de choisir le montant de leur contribution annuelle en tenant compte de leurs besoins et ceux de la ferme. Ici au Québec, j'ai rien vu de la sorte jusqu'à maintenant. Il reste que les valeurs et les principes mis de l'avant par l'ASC distinguent encore les paniers du RFF. Des paniers bio, locaux et solidaires. Tout ça se manifeste entre autres, oui, par le paiement à l'avance, mais aussi d'autres façons. Notamment par le contact direct avec la ferme au point de livraison, par des visites à la ferme, des corvées, des fêtes de récolte, des soirées pizza, jusqu'à la formation de coop puis de fiducie foncière. Ça, c'est tout un héritage qui nous vient en grande partie des fondements de l'agriculture soutenue par la communauté. Et puis, comme c'était pas assez, cette forme de mise en marché permet de valoriser le métier d'agriculteur et d'agricultrice. C'est d'ailleurs ce qu'indique Francine en concluant sur l'apport de Tröger Grow. Lui, il vient d'une autre expérience qui est beaucoup plus sociale. Oui, il y a la biodynamie, puis oui, toute la gestion de ferme, mais il y a une dimension de l'être humain en relation dans les fermes, en relation avec la terre, mais en relation entre eux. Alors, la mission de l'agriculteur dans une communauté. Et ça, c'est Tröger Grow qui nous a apporté ça. Et ça donne un code d'éthique, finalement. T'sais. Ça nous relève les épaules. On n'est pas juste des gros travaillants, des gros trolls qui sont pleins de poussière. On est autre chose. On est un élément important dans nos communautés. Mais il faut l'affirmer, puis le vivre aussi, puis le partager. Fait que lui, il croyait beaucoup à... aujourd'hui, on appelle ça le commerce de proximité. Mais lui, il croyait à le voisinage, ta communauté proche. Au contraire de tout ce qu'on nous véhiculait en agriculture quand j'ai acheté la ferme. Ah, on prêtait, mais s'il y avait des chances qu'on exporte. Pour l'exportation, là, on avait beaucoup de crédits, là, beaucoup. Mais si on n'exporte pas, là, c'était pas bien sérieux notre affaire. Donc, la contribution de Tröger Grow, puis plein d'autres aussi, mais entre autres, la noblesse de l'agriculteur et son lien dans des communautés vivantes, c'est-à-dire non pas l'anonymat, mais rattaché à chaque personne. En effet, il n'y a pas que Tröger qui a inspiré les fermes pionnières de l'ASC au Québec. Et c'est ce qu'on va découvrir à l'instant en se rendant en Outaouais. Nous voilà donc à 90 km à l'est d'Ottawa, dans la petite nation, en compagnie d'un personnage coloré ayant le cœur sur la main, Robert Rivard. En 89, il fondait la ferme La Rosée avec la mère de ses enfants, Marie-Josée Labelle. C'est grâce à un ami qui revenait d'Europe
qui ont débuté les paniers en 91. Il revient de son voyage, il me parle des jardins de cocagne. Puis c'était ça, le système de, entre guillemets, mise en marché. Mais c'était plus que ça, parce que c'était des Camp Hill en même temps. Il y avait de l'intégration de personnes handicapées à l'intérieur de ça, là. C'est beaucoup plus riche que juste de la production alimentaire, on s'entend. C'est ça. Fait que les jardins de cocagne, c'est ça, les jardins de cocagne. Ben oui, du gars, le monde, il paye d'avance pour recevoir des légumes. Fait que là, tu t'endettes pas, toi, au début de ta saison, pour acheter tes semences, pour payer tes affaires, puis toi-même, tu as un revenu qui arrive au printemps, puis on payait d'avance, puis tout. Puis il avait ramené des documents qui décrivaient ça, les jardins de cocagne. Puis je commence à lire ça. Le projet était vraiment super bien décrit. Tel que présenté, c'est l'alternative totale. C'était complètement alternatif. C'était la solidarité avec l'agriculture biologique. Eux autres, c'était ça. C'était le côté solidaire des clients avec le développement d'une ferme bio. Puis ça fait partie d'un développement social. Tu sais, je veux dire, on était à l'époque, dans ce temps-là, moi, puis mes amis, à ces âges-là, je veux dire, t'es en plein comme à l'époque de ta vie où est-ce que t'es super idéaliste, puis tu cherches l'idéal, puis tu cherches à bâtir l'idéal, t'es prêt à te battre pour l'idéal, tu sais. Mais quand je parle de se battre, moi, j'étais quelqu'un qui était pacifiste, tu sais. Mais j'étais quelqu'un qui avait énormément d'énergie. J'étais un hyperactif grave, vraiment grave. Tu sais, j'étais extrémiste, là, tu sais, comme de l'énergie, j'en avais. Là, ça m'en prenait des activités. Puis d'avoir été dans le mouvement pacifiste, puis tout ça, ça m'a comme forcé à orienter ma vision des choses vers le côté constructif, bâtir, tu sais, puis j'avais de la drive, puis tout. Fait que là, j'ai pu canaliser ça dans l'agriculture, puis philosophiquement parlant, je trouvais que cette formule-là, tu sais, comme, je connaissais rien de mieux, là. Le modèle que j'avais devant moi, c'était de vendre au métro, tu sais, de vendre des légumes à l'épicerie. Je veux dire, on n'avait pas d'autre modèle. On n'avait pas d'autre modèle à ce temps-là. Ce que je veux dire, c'est que philosophiquement parlant, je trouvais que qu'est-ce qui m'était présenté dans le concept des jardins de cocagne, je trouvais que c'était une alternative, comme je trouvais que c'était l'avenir. Tout simplement, je me disais, mon Dieu, mais oui, c'est ça qu'il faut que ce soit. Il faut que les gens, les clients participent à la mise de fonds, finalement, qui est nécessaire. Au moins la mise de fonds, s'ils ne viennent pas travailler, parce que là, on encourageait les gens à venir à la ferme, on offrait tout ce volet-là aussi, là. Ce qui m'a accroché beaucoup là-dedans, c'est pas juste le côté, mettons, intéressant que financièrement, ils mettaient une mise de fonds, finalement, pour m'aider à démarrer ma saison, les dépenses, le peu de dépenses que j'avais, là, mais j'avais quand même des dépenses, puis tu veux toujours développer, tu sais, fait que ça prend une mise de fonds. Il y avait ce côté-là, oui, mais en même temps, c'était vraiment l'inspiration philosophique, sociale, qui venait avec ça. Tu sais. Je trouvais, oui, la solidarité. Fait que tu peux pas demander plus grande solidarité sociale que les citoyens urbains qui sont pleinement conscients de c'est quoi qui est la réalité agricole, tu sais. Puis je trouvais que, en tout cas, mon interprétation de ce qui était le projet des jardins de cocagne, tel que c'était présenté philosophiquement, ben pour moi, c'était très inspirant. Puis c'est là-dedans que j'ai embarqué là-dedans. En 91, on a commencé à le mettre en place. C'était 91. 12 clients, 12 familles. Tout à Gatineau, Paul, Elmer. On livrait les paniers à domicile dans ce temps-là. C'était pas avec un système de point de chute. J'arrivais, moi, je laissais le sac à la porte, pas de panier d'échange, rien de ça. Le panier, c'est ça, tu sais. Fait qu'on a pris des abonnements. Au départ, c'était tous des amis de la ville. Que pour nous, l'idée, c'était qu'on voulait cultiver des légumes pour nos amis. Au début, c'était rien que 12. Hein? L'année d'après, c'était 20. L'année d'après, c'était 30, 40, 70. Tout se faisait par la poste ou par téléphone. Ils nous appelaient. Oui, je veux m'abonner, je m'appelle une telle, nanana. OK, on a mis nos dépliants à telle place, vous avez juste à remplir la petite chose, puis nous envoyer ça par là. Ça l'explique tout, puis vous avez juste à nous envoyer la petite chose avec votre chèque, puis vous êtes inscrit, puis on va vous rappeler. Ouais, c'est ça, fallait appeler pour les communications. Il y avait l'Internet,
Ça existait, oui, là, mais c'était pas accessible. Là. On n'avait pas d'ordi dans ce temps-là. 90, 95. C'était mal équipé. Là. Plus antique que ça, là, c'était les pigeons voyageurs, là. Tu sais, ou le marathonien qui court, là, puis qui donne le message à relais à l'autre qui court, puis ça prend 4 jours avant de revenir, là, la réponse. Là. Tu sais, on était dans une petite campagne, tu sais, c'était pas développé technologiquement, là. Pas à tout zéro. On n'avait pas ça. Je revois le petit dépliant, là. Photocopier, plier dans la cuisine le soir. Avec les enfants, puis ouais, les premières années. C'est comme ça qu'étaient les paniers. À écouter Robert et les autres précurseurs, on voit bien que le terreau était pour le moins fertile au Québec, rendu dans les années 90 pour l'émergence d'un réseau de fermes en ASC. D'une part, il y avait un noyau d'entreprises agricoles qui adhéraient déjà au principe de cette forme de mise en marché. De l'autre, il y avait un besoin en communication pour faire connaître la formule à plus de citoyens mangeurs et puis éventuellement à d'autres fermes. Bref, l'arrivée des Seed pouvait pas mieux tomber. Robert nous raconte justement comment il s'est joint au réseau et l'impact que ça a eu pour sa ferme. Puis à un moment donné, je pense que c'était dans un coup de pouce, un magazine Coup de pouce, ou Elle Québec, je ne sais même pas si ça existait dans ce temps-là, là, mais ou un autre style à faire de même, une petite capsule écrite projet d'agriculture soutenu par la communauté. Recherchons des fermes biologiques ou des agriculteurs biologiques pour participer à un projet pilote. Une petite affaire, là, c'est gros de même dans la revue, là. Agriculteurs biologiques recherchés. Une affaire dans même. Tout petit, tout petit. Communiquer avec Elisabeth Hunter, l'organisme A-Seed, à tel numéro, 514, c'est à Montréal. C'est ma compagne de l'époque, Marie-Jo, qui avait spoté ça. Moi, ça aurait passé complètement à côté, là. Je ne lisais pas le coup de pouce, là, tu sais. Ils avaient d'autres choses, des revues d'agriculture, des revues de mécanique, pour réparer le tracteur, tu sais. N'importe quoi. Mais, je vois ça. Elle dit, ça a l'air intéressant. J'ai fait comme, mais ça que ça a l'air intéressant. Encore là, c'est un projet inspiré de développement social. On tend vers une utopie où est-ce que les gens de la ville sont solidaires. Même, ça fitait exactement dans ma philosophie, là. C'était drette là. C'était exactement ça que, tant bien que mal, qu'on essayait d'établir là. Puis eux autres nous offraient des infrastructures plus intéressantes, de la promotion. Ils étaient pour faire de la promotion dans nos spots respectifs. Fait qu'on a embarqué là-dedans, on a trouvé ça super dès le départ avec Équiterre. Ils ont fait une belle promotion, puis tout dans l'Outaouais, réunion d'information, ciblée. On a eu du monde, toute la notion des points de chute, puis tout. Ça nous a beaucoup aidé à nous organiser. Ça nous a beaucoup simplifié aussi les choses. Beaucoup, ouais. Ça, je dirais que ça a vraiment, comme, à cause de la promotion qu'ils nous faisaient, ça a vraiment fait comme... En plus des effets bénéfiques sur la logistique et le recrutement, tel qu'élaboré par Robert, j'amènerais le point que la constitution du RFF, ça a permis de pousser une coche plus loin le principe de solidarité promu par les instigateurs de l'agriculture soutenue par la communauté. En fait, la mise en réseau des fermes en ASC, c'est une innovation sociale exceptionnelle. Ça a engendré un contexte favorable à l'entraide par le partage des récoltes, des équipements, des savoirs, de la motivation. C'est sur ce thème-là que Robert nous donne le mot de la fin de ce 6e épisode du balado à l'écoute de nos racines. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour la suite de l'Odyssée Bio. Tu sais, j'étais dans mon petit canot, puis le courant s'en allait par là. Tu sais, c'est ça, finalement, il y a un effet d'entraînement. Tu sais, 1, 2, la roue, elle est dure à faire tourner au début. Puis là, puisqu'on est à un moment donné, tu sais, comme je dis, à la première réunion, là, on était comme, wow, on est plusieurs. Je suis pas tout seul, tu sais. Puis c'est l'année d'après, il y en avait un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis tout le temps plus, tu sais, puis wow, OK. Là, c'était juste comme cool de sentir qu'on était comme un groupe.